Cette semaine, on se demande quoi faire quand on a atteint nos objectifs de vie. On réalise que personne n'est vraiment à l'abri de la cancel culture. Puis on accueille notre collègue journaliste Salomé Marie qui vient nous raconter sa nuit dans le bus de Dans la rue. Fini les invités spéciaux pour quelques semaines. On est de retour à la famille. Oh. Bienvenue au Balado Urbania où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab et je suis venue en pantalon de neige au travail. C'est un irritant pour moi. Moi, j'aurais vraiment aimé voir ça. Et moi, c'est Flo, puis on se rappelle que je me suis fait canceller par ma psy de qui je suis toujours sans nouvelles, malgré qu'on le call out récemment dans un épisode. C'est-tu Julie? Oui, Julie, où Julie. es-tu? Ouais. Alors, je prends les recommandations. OK, c'est pour ça. Je me suis mélangée hier entre le nom de ta psy puis la psy à ma blonde. Ça dit à quel point on est proche. Eh bien, je voulais faire une mention spéciale avant de commencer à notre équipe qui a déplacé cet enregistrement 3 fois. Oui, Gab a eu une dure semaine. Oui, parce que ma fille était malade. Donc, merci à Rafi à la technique, Clément au montage et Julien à la diffusion. On remercie quelqu'un d'autre? Non. Ben, je pense que c'est tout. C'est mais... ça, c'est notre précieux trio. Puis, Vraiment. Moi, j'ai pas d'enfance. Donc, ma dernière semaine a été sûrement moins difficile que la tienne, mais j'ai une voiture. Dans les conditions actuelles, c'est presque un enfant, oui, il faut dire qu'on enregistre exceptionnellement le lundi du lendemain de la tempête du siècle. Et ben, moi aussi, c'est ça. Ce matin, toutes les voitures de tous les membres de ma famille élargie étaient coincées dans la neige. Voilà. Et une pensée pour les propriétaires de voitures. Et ces pauvres personnes. Qui commence cette semaine, hein? Je pense que c'est toi. Ah oui? Vas-y. Bon, allons-y. Cette semaine, je m'intéresse à ce qui se passe après l'atteinte d'un objectif. Qu'on parle de finir sa maîtrise, compléter un marathon ou même atteindre un certain nombre d'abonnés sur Instagram, avoir des objectifs, surtout pour des personnalités comme les nôtres, c'est motivant en tété. Oh oui. Je pense que les deux, on fonctionne quand même à la carotte. Là. Ah oui. Quand on atteint un but, qu'il soit petit ou grand, on est généralement content, contente, satisfait et fier. Tous ces sentiments-là sont le fun, puis c'est d'ailleurs généralement ceux qu'on cherche en courant après notre objectif, mais quand ils nous quittent, on peut se sentir un peu perdu, un peu vide, déprimé, vide, oui, complètement inutile. Ah oui. Bref, un grand déchet. Oui. J'ai lu un article dans le New York Times là-dessus en fin de semaine, mais là, ça fait tellement longtemps, donc c'était il y a 2 fins de semaine, qui s'intitulait « Vous avez accompli votre objectif et maintenant... » Puis j'ai trouvé que c'est une maudite bonne question. Je sais pas si tu as entendu parler de la dépression postdoctorale. Non. OK, c'est un phénomène assez courant chez les personnes qui ont complété un doctorat puis qui vivent une espèce de crise identitaire due à la fin du statut d'étudiant, de l'arrivée sur le marché du travail et de l'épuisement professionnel accumulé durant plusieurs années. C'est un peu intense comme exemple parce qu'il y a des plus petits objectifs, genre mettre 100 $ de côté tous les mois dans son CELI ou faire son lit tous les matins. Quoique, c'est un autre sujet, mais je pense que les petits objectifs sont parfois plus difficiles à atteindre que les gros parce qu'ils demandent de la constance. Ouais. C'est un autre sujet. Mais pour passer par-dessus la déprime post-yes, je l'ai faite, les experts et expertes recommandent de prendre le temps de célébrer notre accomplissement d'abord, mais aussi de réfléchir sur notre cheminement et d'accepter le retour à la réalité dans le cas d'une affaire très prenante comme, mettons, faire un Ironman. Mais c'est-tu moi où ces trucs-là sont plates et évidents? Comme j'ai terminé l'article, j'étais genre... Bravo le New York Times! Je me sentais comme parfois désolée, mais quand je lis naître et grandir, puis ils sont comme, votre enfant fait des crises, accompagnez-le. C'est ce que j'essaie de faire, mais elle me frappe dans la figure. Merci, mais non merci. Mais je pense qu'au final, tout ça m'a fait me questionner sur la quête perpétuelle de productivité et l'accomplissement qu'on s'impose. C'est le fun des objectifs, mais si ça nous déprime, peut-être qu'on devrait réévaluer notre rapport à la performance. Oui. C'est ma version de « En as-tu vraiment besoin? » Je suis la Pierre McSween du développement personnel. Ça me parlait tellement. Quand tu m'as dit que tu allais parler de ça au balado cette semaine, j'étais comme « Ouf, on est vraiment ces personnes-là que genre l'objectif n'est pas encore atteint, qu'il y en a un autre. » Oui, moi, je fonctionne par objectif. Puis là, c'est drôle parce qu'on parlait de nos psys tantôt, là, mais moi, ma psy, elle m'a tellement compris. En fait, justement, en tout cas, je parlais à ma blonde l'autre fois, puis j'étais comme « Tu sais, toi, est-ce qu'à la fin de ta rencontre, ta psy te donne un objectif? » Fait comme... Non. J'étais là, ben moi, oui. Puis là, j'ai réalisé que ma psy m'avait tellement bien compris, comme elle avait tellement bien saisi qu'elle savait que je fonctionne à l'objectif, fait qu'à la fin de chaque rencontre, elle est comme, et pour dans 3 semaines, tu vas devoir X, Y, Z. Moi, je suis comme, OK. Puis là, je veux qu'elle soit fière de moi. Fait que ben là, j'avoue que pour un suivi avec une thérapeute, c'est cool parce que pour vrai, ça coûte cher. Fait que le plus que tu peux avoir l'impression que tu rentres dans ton argent, je pense, le mieux. Moi, je connais des gens qui ont un suivi avec un thérapeute juste pour, genre, parler, puis que la thérapeute intervient très peu. Puis ça me fascine toujours parce que je suis comme, wow, c'est beaucoup d'argent pour parler. C'est ça l'affaire, c'est qu'on est tous différents. Ces personnes-là fonctionnent moins. Tu sais, mettons, ma blonde, si elle avait un objectif, elle l'oublierait après une semaine, puis elle le ferait pas. Tu sais, elle, ça fonctionne pas pour elle. Mettons, pour moi, ça fonctionne. C'est quoi le dernier objectif que tu as atteint puis que tu étais over it vraiment dès que tu l'as atteint? Que j'étais over it ou j'étais déprimée?
Ben, que ça te laissait un peu indifférente finalement. Tu sais, tu pensais que ça allait vraiment te faire sentir accomplie, puis finalement, t'étais genre pouette. Littéralement, la plupart de mes objectifs. Comme moi, je fonctionne tellement au goal, puis là, une fois que je l'atteins, je suis comme... J'ai besoin de retrouver ce thrill. Tu sais, on parlait des addictions la semaine passée. On dirait que moi, je sais pas, je cherche vraiment le thrill de l'accomplissement. Ça dure genre 2 minutes, puis là, ça s'effondre, puis j'en ai besoin d'un autre. Et on peut faire un shout-out à notre collègue Justine, qui est la personne responsable de genre tout ce qui concerne l'analyse de données là, chez Urbania. Mais en fait, ils sont 2, mais Justine, elle a fait des tableaux incroyables et elle nous a fait des tableaux pour analyser la performance de nos médias. On est un peu accro à cette affaire-là. Moi, je suis tout le temps dessus, mais là, c'est ça. Mais OK, mais toi, c'est quoi le dernier objectif que tu as eu, que tu t'es... Je pense que genre j'avais vraiment hâte qu'on passe les 10 000 abonnés sur 4,95. Puis on l'a fait, puis j'étais genre, waouh, ça change rien. Non, c'est ça, t'es contente, puis là, t'es comme, oui, ça dure 2 minutes. Mais tu sais quoi? Bon, OK, je suis d'accord que c'est un peu éphémère, l'atteinte des objectifs, puis que tu te sens souvent un petit peu vide quand c'est fait. Mais j'ai l'impression que de toujours en avoir un petit comme ça, c'est peut-être genre... Moi, j'ai l'impression que si j'en avais pas pour vrai, je serais pas plus heureuse. Tu sais, dans le sens... J'ai l'impression que ça me garde quand même motivée, puis ça me craint, mine de rien. Ben, moi aussi, ça me craint. Mais tu sais, je pense qu'il parle de la déprime. Là. Je parlais de la déprime post-doctorale. C'est plus pour les gens qui ont des... Là, on parle de petits objectifs, justement, genre 10 000 sur Instagram. Tu sais, tu as travaillé un... C'est plus que tu travailles tout le temps, puis à un moment donné, tu atteins cet objectif-là. Mais tu sais, mettons, si tu faisais un marathon, tu t'entraînes 6 mois, c'est vrai que ça doit être un peu fucked up, parce qu'après, tu fais quoi? Tu sais, y a pas... Tu peux faire un ultramarathon, mais peut-être ça te tente pas. Qu'est-ce que tu fais après avoir fait? Tu sais, t'as-tu, mettons, quand t'as fini ton bac, t'as-tu eu un moment où t'étais là, oh, qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais? Ben, moi, j'étais dans une situation un peu atypique où j'avais ma job avant de finir mon bac, tu sais, fait qu'on dirait que je savais qu'est-ce qui s'en venait, puis j'étais comme, ah, ben, tu vois, quand j'ai décroché ma première job vraiment corpo après mon bac, j'étais vraiment fière. Puis je me rappelle que pendant 1 an, j'étais sur ce petit nuage-là, genre, ouf, je suis set for life, genre. Je pensais que j'étais comme, j'avais gagné. Que t'allais avoir cette job-là pour toujours. Oui, puis là, finalement, burn-out et genre dépression après 2 ans, fait que c'était pas le rêve que je pensais que ça allait être, mais j'ai quand même été sur un petit hype pendant un bout. Ça, c'était bien. Mais l'autre truc auquel ça m'a fait penser tout ça, là, c'est avant Noël, on avait fait un épisode où j'avais parlé de la Cringe Mountain, là, qui était l'espèce de concept où quand tu crées du contenu ou que en fait, peu importe ce que tu fais, là, quand tu veux t'améliorer à quelque chose, il faut que tu gravisses cette montagne-là du cringe où tu vas pas être très bon pendant un temps. Puis à un moment donné, tu vas devenir bon. Mais je pense que c'est un peu la même chose pour les objectifs. À un moment donné, tu deviens bon, puis après, tu te demandes quoi faire. Tu sais, mettons, si je deviens super bonne au balado, là, peut-être que là, ça va... Je sais pas, est-ce que toi, tu as l'impression que quand tu deviens bonne à quelque chose, tu te mets à t'ennuyer? Tu sais, si, mettons, le balado, tu deviens super bonne, est-ce que dans 1 an, tu pourrais t'ennuyer dans cette affaire-là, tu chercherais des nouveaux défis? C'est une bonne question. Je pense que oui. Mais je pense que vu qu'il y a une dimension créative, c'est plus facile de ne pas s'ennuyer. Je pense que si c'était quelque chose de plutôt mécanique, puis que là, on avait comme pogné la twist, oui, on finirait par s'emmerder. Mais j'ai pas l'impression qu'on est du type à stagner tant que ça. Genre, je pense que si à un moment donné, on a l'impression que ça marche bien, on va trouver un autre petit twist à ajouter au balado qui va nous challenger plus, tu sais. Penses-tu? Peut-être. Mais je pense qu'on a déjà... En fait, j'avais déjà la réponse. Ma réponse était, j'ai l'impression qu'on le fait déjà parce que là, on a décidé d'inviter des invités de l'extérieur. C'est comme pour nous challenger un peu. On peut-tu faire une entrevue, on peut-tu rentrer d'autres mondes puis essayer de voir comment ça marche? Comme, je sais pas c'est quoi la prochaine étape, là, mais on a déjà, tu sais. C'est on vrai. dirait que dès qu'on devient confortable, on veut s'ajouter un défi. Ceci est un épisode pour dire à tout le monde qu'on se trouve vraiment type A. Puis, ah mon Dieu, oui. C'est un flex. C'est un flex, mais pour ça, il faut idéalement se matcher avec quelqu'un qui est type B. Puis là, on trouve une balance. Oui, tout à fait. Je finis là-dessus, c'est à toi. OK. Cette semaine, Gab, je m'adresse à toutes les personnes problématiques à l'écoute qui veulent se lancer un podcast. N'ayez crainte, lancez ce balado. On peut maintenant s'assurer contre la cancellation. Ah! Les assurances comme Desjardins. Là. Genre. Il y a une compagnie britannique qui s'appelle Samphire Risk qui se lance là-dedans et qui se spécialise auprès de célébrités et de hauts placés en entreprise qui ont peur de quoi? De faire ou de dire quelque chose de croche et qu'on l'oublie pas. Je peux-tu utiliser mon bouton? Oui! Okay. Je pense que c'est vraiment le moment le plus approprié ever. Cancel! Voilà. Tu peux poursuivre. Parce que oui, cette compagnie-là assurait déjà ce type de clientèle-là contre l'extorsion, le kidnapping, le terrorisme, les voyages dans des pays dangereux. Mais qu'est-ce qui stresse le 1% maintenant? Se faire canceller. Avec cette nouvelle protection-là, ce que la compagnie offre, c'est un service de gestion de crise de 60 jours avec une équipe de PR qui essaie de minimiser les dommages en faisant la gestion de réseaux sociaux puis en travaillant avec des médias traditionnels pour rectifier le tir.
Il y a aussi une ligne ouverte 24/7 pour du soutien psychologique, puis une équipe d'analystes qui vont évaluer et prévenir les potentiels risques à venir. Parce que souvent... Julien Lacroix, il aurait eu besoin de ça. Il aurait eu besoin de ça. Ouais. Ben, tu vois, en tout cas, je m'en viens là. Ce qui est drôle, c'est que le premium que tu payes pour être couvert, il est comme calculé selon ta valeur nette et ton historique médiatique. Fait que plus t'es cancel, plus ça te coûte cher. Si t'es Kanye West, mettons, ça va coûter cher. Ouais. La vie est bien faite. Bref, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'était pas tant la couverture d'assurance en tant que telle, parce que, premièrement, je pense qu'on sait tous très bien qu'anyway, la décence, ça s'achète pas vraiment. Non. Deuxièmement, la plupart des faux pas qui se méritent une cancellation en bonne et due forme sont difficilement rattrapables à court terme parce que des screenshots, des rumeurs, des dénonciations, ça circule beaucoup et très, très vite. Puis troisièmement, de toute façon, on l'a vu avec Marie-Pierre Morin et Julien Lacroix, même si c'est tough pendant un bout, les cancellés n'ont pas vraiment besoin d'une assurance pour finir par rebondir avec une audience plus fan que jamais. Oui. En gros, est-ce que je pense qu'une assurance contre la cancellation peut changer quoi que ce soit à part apaiser une anxiété? Non. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est qu'est-ce que ça veut dire sur nous qu'on en soit rendu là? Tu sais, à quel point on a peur du tribunal de l'Internet. Puis je me demandais, toi, Gab, qui est quand même en possession du bouton. Oui, je détiens le bouton. Est-ce que tu te peur de te faire canceller des fois? Ah, ben oui. Full. Ouais. J'y pense tout le temps. Est-ce que qu'est-ce que tu penses qui pourrait arriver, mettons? Je sais pas, je pourrais dire quelque chose. Mais tu sais, je pense pas que je pourrais me faire cancel. Je pourrais dire quelque chose que les gens n'apprécient pas. Parce que ça, je veux dire, je détiens pas la science infuse de la du wokisme. J'ai clairement plein d'angles morts. Et que sans m'en rendre compte, je pourrais dire un propos qui est offensant. Un petit truc de travers. C'est ça qui me stresse des fois avec le balado, c'est qu'on réfléchit beaucoup on the spot. Puis je me rappelle les premiers épisodes, je trouvais nos discussions, parce qu'il y a toujours notre partie chronique de chaque épisode, puis après, il y a comme une discussion, ce qu'on fait maintenant. Puis ça me stressait parce que j'étais genre, wow, je vais réfléchir on the spot, puis ça se peut que je dise quelque chose de vraiment de travers. Ouais. Et qu'on le reprenne, je sais pas, que ça sorte en extrait à quelque part ou que quelqu'un le note sur Internet puis faire genre un thread Reddit avec ça puis dise que je suis complètement déplacée. Fait que même si je trouve que j'ai agressé personne, j'ai rien fait de mal, mais réfléchir à voix haute, des fois, c'est stressant. Ben oui, c'est stressant, mais je pense que toi, c'est ça qui te stressait. Moi, ça me stressait de mal m'exprimer. Puis avec le temps, c'est vrai que là, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai, des fois, on parle de sujets plus crunchy. Je vais pas mal formuler une phrase, c'est que ce soit repris, mais finalement, quand on regarde en ligne, les gens nous traitent plus de maudit woke, fait que je me dis, pour l'instant, c'est très bien. Sauf notre premier extrait, je sais pas si tu te rappelles. Non. Ou notre deuxième, je sais plus trop, sur la tendance des femmes qui veulent des petits seins. Je trouve qu'il y a des gros seins maintenant. Ah oui, je me souviens. Je m'étais fait cancel dans les commentaires. Les gens avaient dit que c'était inapproprié de genre utiliser des noms de femmes peuplées dans l'espace public pour comme décrire des trends de corps. Je sais pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non? Non. Fait que ça, c'est l'opinion des gens, mais je pense pas que tu peux te faire cancel pour ça. Là. Je pense que tu as le droit d'exemplifier par des gens qui sont dans l'espace public. Tu parlais pas non plus, tu parlais juste de shape. Là. Oui. Je sais pas. En tout cas, tu vois, c'est déjà arrivé, puis finalement, j'ai survécu, puis il n'y a rien arrivé de trop mal. Puis désolée à toutes les personnes que j'ai froissées, en fait, en disant ça. Oui. Mais on est jamais à l'abri. Ben là, moi, j'avais fait mon article là, il y a comme quelques années, là, tu sais, mon Pumpkin Spice Latte Gate. Oui. J'avais fait un article sur 4,95, c'était la plateforme, c'était avant, c'était à la pige, sur le fait que juger les femmes qui aimaient les Pumpkin Spice Latte, c'était un peu classiste et sexiste, et ça avait fait tout un tollé. Oui, il en avait parlé au 98.5. Oui, il m'avait roasté, tu vois, j'ai été cancel au 98.5, mais il me trouvait trop woke. Ça, pour moi, c'était pas une insulte, tu sais. Puis après, tu vois, l'année passée, j'ai été interviewée genre à CISM, une affaire de même, pour cet article-là, puis comme vous avez sorti ça des boulamites, ça fait quand même 4 ans que j'écris ça. C'est très drôle. Puis j'ai relu l'article pour l'entrevue, puis j'ai réalisé certaines affaires que j'avais écrites dedans que j'étais plus nécessairement... Tu sais, j'ai cheminé depuis, mettons, puis j'aurais voulu aborder certains angles que j'ai pas abordés, ou, tu sais, j'en ai parlé dans l'entrevue. Puis là, mais en même temps, tu sais quoi, je me serais pas cancel pour cet article-là. Je pense qu'il y a encore des propos qui sont pertinents dedans, mais j'ai trouvé ça le fun, moi, de voir que j'avais cheminé dans mes réflexions. Puis j'étais plus ouverte sur certaines affaires. Ben, c'est ça le défi avec faire de la création de contenu au quotidien, c'est que pour vrai, genre, ta pensée évolue constamment, mais t'es obligé de publier quand même. C'est ça. T'sais. Fait que... Puis en plus, nous... Ben, je pense qu'on l'a remarqué, là, depuis qu'on gère nos plateformes, que l'opinion puis les choses qui choquent, ça marche comme plus que les conseils et les trucs plus objectifs. Les gens s'en foutent des conseils. Ouais.
Les gens veulent être fâchés. C'est vraiment ça. C'est vrai. C'est littéralement ça. C'est triste, hein? Puis les gens disent qu'ils veulent lire du contenu intelligent, mais finalement, laissez-moi vous dire que le contenu intelligent, c'est pas ça qui est le plus lu sur ma plateforme, moi. Non. Non. Puis je me demandais, toi, sur Mollo, est-ce que ça t'arrive des fois de faire des background checks sur les intervenants que t'invites, genre dans des capsules vidéo? J'ai jamais fait ça. Non? J'ai jamais pensé à faire ça, non. Je regarde comme, je sais pas. Moi, j'ai peur que ça m'arrive des fois, par erreur. Tu sais, on connaît pas l'historique des gens, là. Ouais. Tu sais, il y avait eu toute la saga autour de la masculinité l'automne dernier, avec le documentaire de Simon Coutu, blablabla. Puis on parlait beaucoup des tradwives. Ouais. Puis là, moi, je voulais faire un contenu avec une tradwife de Québec. Es-tu à Québec? Je pense qu'elle était à Québec, en tout cas. Qui était quand même controversée, mais je me disais, tu sais, c'est une discussion... on parle beaucoup de féminité, mais avec des hommes. Puis j'étais comme, pourquoi ne pas éviter une femme qui vit selon ce mode de vie-là pour entendre qu'est-ce qu'elle allait à dire? Puis finalement, j'ai annulé parce que j'avais un peu peur du backlash. Je comprends. J'étais moi comme... aussi, je pense que j'aurais pensé. Ouais. Ça me stresse quand même de sortir un contenu qui va être mal reçu. Ouais, c'est ça. Ouais. Bref, ça. Je pense que c'est tout. Ben, c'est intéressant, pareil. Je me demande si au Québec, les gens le feraient. Ouais. Genre, si j'étais humoriste, moi, j'y penserais à l'assurance cancel. Ouais. Parce que je trouve que c'est des tales où tu peux vraiment être cancel. Là. Mais ça change-tu de quoi? C'est ça, je me dis, je sais pas si ça change vraiment quelque chose. Je pense que c'est pour éviter de payer tes frais en PR, en avocat. Tu sais, dans le cas de Julien Lacroix, il a dû payer beaucoup de frais, là, j'imagine, puis ça a dû... Ça y aurait peut-être aimé être backé pour ça. Sachez que ça existe. Ben oui. Je pense qu'on accueille une de nos collègues pour flexer son dernier reportage. Oui, Agnès Pop, elle a passé une nuit dans un autobus d'injection supervisée, ma nuit de rêve. Oui, Salomé est là, se joint à nous. Bienvenue, Salomé. Merci d'être là. On t'installe dans notre nouveau setup. J'espère que t'es pas trop loin. Non, je te sens loin, mais regarde, c'est correct. Ça va être ça, j'espère. Est-ce que t'es correct avec ton micro? Je pense que ça va. OK, on va l'essayer. Excellent. Veux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu es allé faire dans l'autobus de l'Anonyme pendant une nuit complète, c'est ça? Oui. Wow. Ben, dans le fond, ça fait des années qu'on a des services d'injection supervisée à Montréal, mais des services d'inhalation supervisée, ça n'existait pas jusqu'à tout récemment. Je publiais il y a 2 semaines 2 articles qui mettaient en lumière l'explosion de la distribution de pipes à bulles, donc des pipes à cristal meth et des pipes à crack à Montréal. Puis je pense que cette explosion-là a mis en lumière le besoin de centres d'inhalation supervisée. Puis en ce moment, il y a un seul organisme qui offre ce service-là et c'est l'Anonyme. Donc, je suis allée passer une nuit à bord de leur nouvel autobus qui fait plusieurs points chauds à Montréal durant la nuit et qui offre ce service-là. Trop cool. Puis là, en tout cas, on m'a dit que tu étais censée rester 2 heures, mais finalement, tu as passé la nuit. Moi, ma question... premièrement, j'ai une question logistique, genre... Oui. Ça doit être entendu d'avance. Est-ce que tu as dû négocier comme rester plus longtemps? Puis pourquoi tu as voulu rester plus longtemps? Non, mais dans le fond, je leur avais proposé de passer du temps avec eux, les accompagner, mais tu sais, ça commençait à 10h30. Fait que je leur avais dit, tu sais, peut-être que je resterai pas toute la nuit, là, tu vas peut-être faire quelques heures. Finalement, le temps passait tellement vite, puis honnêtement, j'ai vraiment aimé ça, puis on dirait que je trouvais que ça avait comme pas rapport de quitter, là. Fait que je suis restée toute la nuit, puis c'était super, honnêtement. Toute la nuit, c'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 5h du matin. Puis après ça, le bus, il range, tout le monde va se coucher maintenant? Ouais, ils ramènent leur headquarters, là, c'est dans Viauville. OK, c'est loin. Ouais, mais ils m'ont droppé avant, là. Ah, t'as eu un lift dans le bus, là? Ça, c'est bon. Ouais, c'est quand même drôle. C'est drôle parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Je pense que c'était 2 jours après ta nuit dans le bus. On dînait ensemble, là, tu me disais « Ah, ça m'a genre donné le goût de faire de la relation d'aide. » Ouais. Comment ça? Ben, je trouve qu'il y a quelque chose de très, je sais pas, gratifiant dans ce travail-là. Puis aussi, tu sais, l'environnement de l'autobus, c'est vraiment un safe space là, pour les usagers. Puis je les sentais vraiment, tu sais, en confiance avec les intervenants. Puis j'ai trouvé que dans mes conversations avec eux, j'avais comme accès à un côté d'eux qui était plus, je sais pas comment dire, mais c'est comme s'il y a un mur qui tombait. Quand tu leur parles, par exemple, dans la rue, il y a peut-être une plus grande méfiance, mais là, vu qu'ils sont dans un espace, c'est sécuritaire, puis c'est ça, j'ai beaucoup aimé le contact humain que j'ai pu avoir cette nuit-là. Ouais. C'est vrai, t'en parles beaucoup dans l'article, c'est vraiment touchant. Ils ont l'air tellement d'être des saints, eux autres, là. Ouais. C'est fou. Ça demande une patience que j'aurai jamais, là. Genre, toi, tu dis que tu pourrais faire ça, je suis comme, hey, moi, je pourrais pas, là, ça doit être difficile, là. Ouais, mais c'est sûr, tu sais, j'en parlais avec les intervenants, tu sais, je pense que ça peut venir, ça peut être difficile sur
le moral des intervenants aussi, là. Mm. Parce que c'est des histoires difficiles, souvent, qui sont racontées, tu sais, puis il y a des gens qui arrivent en situation de crise, qui viennent de vivre des viols, des trucs atroces, fait que c'est sûr qu'il faut comme être boss fort, là. Faut avoir la couenne dure. Ouais, mais il faut aussi être très doux, là, c'est ça que j'ai réalisé. Oui, c'est faut que les gens développent un lien de confiance avec toi, là. C'est ça. Mais aussi, tu sais, il y a toute une technique dans l'intervention qui est beaucoup dans la désescalade, tu sais. Puis là, justement, tu sais, on parlait de consommation par inhalation. Ben souvent, les drogues qui sont consommées par inhalation, c'est des stimulants, fait que cristal meth et crack. Puis ça, ben ça peut créer de la méfiance, de la paranoïa. Les gens sont overstimulated. Fait que les techniques d'intervention vont être différentes avec cette population-là qui va être vraiment plus dans, tu sais, rassurer la personne, baisser, tu sais, mettons, baisser les lumières, baisser le bruit, tu sais, s'assurer, comme, si la personne est en train de paranoïer, y a-tu la police, quelque chose, ben, tu sais, les intervenants vont être comme, ben non, tu sais, t'es avec moi, on est dans l'autobus de l'anonyme, tu sais, tout va bien. Fait que, en tout cas, j'ai vraiment vu ça, là, cette douceur et ce calme-là. T'es malade. Ouais. C'est fou. Et moi, je me demandais c'était qui les gens qui utilisent ces services-là parce que j'ai l'impression qu'on a un peu des idées toutes faites là, par rapport au profil de personne qui va rentrer dans le bus. Puis là, vu que tu as passé la nuit, tu as vu combien de gens? Puis c'est quoi les rencontres les plus marquantes que tu as faites? Ouais, ben j'ai été très surprise, honnêtement. On a eu une trentaine d'usagers, je dirais, là, environ. Mais on dirait que moi, je pensais que ça allait être surtout une clientèle, une population itinérante. Finalement, tu sais, oui, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en situation d'itinérance, mais il y a beaucoup de gens qui venaient chercher les services que, honnêtement, là, j'aurais jamais pu deviner qui consommaient. Tu sais, des gens qui... Tu sais, il y avait une fille qui avait l'air d'être moi, là. Ouais. Tu sais, puis, fait que c'est pas juste des personnes en situation d'itinérance, c'est des gens qui consomment puis qui veulent consommer de manière sécuritaire, tu sais. Fait que, c'est ça, ça allait dans un très large range. Puis tu me demandais les rencontres marquantes. Ben, tu sais, là, tu parles de la fille qui aurait pu être toi. Tu sais, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont parlé plus ou tu étais plus en mode retrait, genre observation? J'étais plus en mode observation. Ouais. Mais j'ai parlé avec un usager qu'on a eu une longue conversation. Puis ce qui m'a vraiment marqué de notre échange, c'est, tu sais, mettons, je lui ai dit, hey, salut, comment ça va? Nan, nan. Puis il était comme, oh, ça va super bien, nan, nan, nan. Puis en tout cas, il faut voir le verre à moitié plein, hein? Puis, tu sais, je sais pas, il était comme super positif dans tout ça. Puis ça m'a marqué de voir que à travers toute cette situation-là qui est très difficile à traverser, les gens restent tout de même forts dans tout ça. Ouais. Puis est-ce que les gens viennent seuls? Ou est-ce qu'il y en a... Tu sais, j'ai tellement de questions. Est-ce que tout le monde vient tout seul? Puis comment ils savent que le service est là ce jour-là, tu sais? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les services de l'anonyme. Ça fait des années là, qu'ils font ça. Puis même toujours à la même heure, au même endroit? Ben, comme un horaire, je pense, sur leur site. Oui, exact. Comme je pense que ça change. Un itinéraire qu'ils font. Ça change, là. Puis, tu sais, mettons, s'il arrive à un point... mettons, nous, on est allé au Square Cabot. Il y a des soirées où est-ce qu'il y a plein de monde, mais là, il y avait personne. Fait qu'on a quitté plus tôt. Tu sais, ça dépend des besoins. Mais oui, c'est un horaire qui est assez fixe. Puis les gens, ils connaissent, mettons, le numéro de téléphone. Tu sais, il y avait une habituée qui a appelé « Hey, est-ce que vous arrivez bientôt? » Fait que oui, les gens, ils connaissent. Après ça... Attends, c'est quoi que tu me demandais? Je sais plus, j'avais tellement de questions. Si les gens venaient seuls. Ah oui, c'est ça. Oui, ben pas mal, je dirais. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se connaissaient, tu sais. Ouais, les gens, tu sais, il y a un des usagers qui me disait que de Atwater à Papineau, c'est comme des ressources où est-ce que tout le monde se retrouve, là, finalement, parce que tout le monde utilise les mêmes ressources. Fait qu'il y avait des amitiés aussi, des gens « Hey, fait longtemps qu'on s'est pas vus, tu sais. Puis même que, c'est ça, dans la salle... Parce que dans le fond, ce que j'étais venue voir, c'était la salle de consommation supervisée. Fait qu'il y a un espace, là, c'est comme... il y a une porte transparente, puis il y a un système de ventilation qui est comme adapté à l'inhalation. Fait qu'il y a 2 personnes à la fois qui peuvent consommer là-dedans. Des fois, il y a juste une personne qui y va, mais j'ai vu des gens consommer ensemble. Mettons, il y a 2 amis, whatever, qui se sont retrouvés, puis sont allés consommer ensemble, puis ils s'aidaient dans leur préparation de leur substance, tout ça. OK. C'est cool parce que j'imagine que, ben, particulièrement quand tu es en situation d'itinérance, tu peux te sentir seule ou genre sans ressources. Fait au moins de pouvoir te retrouver en communauté comme ça pour consommer dans un espace sécuritaire. C'est malade. C'est clair. C'est vraiment une belle initiative. Eh ben, à lire.
À lire si vous avez envie. Merci, Sarah, d'avoir été là. Merci à vous. C'est déjà le temps de notre compte enregistré. On dirait que ça oui. va vite aujourd'hui. Oui. OK, veux-tu y aller en premier? OK. Moi, Vas-y. c'est vraiment une niaiserie cette semaine. Ça sort de TikTok, puis je vous mets en contexte. En fait, tu vois une fille là à l'écran, c'est écrit « Voici comment tous les influenceurs qui font des Day in my life sonnent pour moi ». Je monte le son. Come with me to ta-da-da-da-da, 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 ta-da-da-da-da. Je trouve ça juste drôle parce que c'est vrai qu'il y a comme une petite musique des fois dans comme... Il y a une musicalité, là. Oui. Je trouve juste ça vraiment niaiseux puis drôle. C'est tout pour cette semaine. C'est incroyable. Moi, c'est une de mes obsessions des dernières semaines. Une créatrice de contenu sur TikTok, Ali Weiss, qui est devenue populaire au cours des dernières semaines pour sa théorie sur Melania Trump et son mari. Et là, je te fais écouter. C'est rendu qu'elle en a comme 15, la vidéo. Là. OK. Melania Trump has reportedly come out and said that she supports abortion, and honestly, I'm not entirely surprised because I've always had a theory that Melania is Donald Trump's dom, and he is her sub, and she hates him. And he is obsessed with the fact that she hates him because he is a spoiled little brat who for his entire life has gotten anything that he's ever wanted. En gros, elle a une théorie BDSM sur le fait que Melania Trump serait la dominatrice de Donald et qu'il fait tout ce qu'elle veut. Pour vrai, ça fait beaucoup de sens. Il y a genre 15 vidéos là-dessus. Elle a des sources, des exemples. Cette fille est très investie dans son projet. J'adore cette idée. C'est très drôle, non? Ben, c'est très bon. Puis pour vrai, on dirait que je repasse là, des choses que j'ai vues dans les médias puis des clips. Puis ça fait du sens. Ça fait du sens. Comme il pourrait... Oui, c'est peut-être pour ça que ça colle. Tu sais. Oui. C'était ça pour aujourd'hui. Oui, merci Gab. Merci Salomé d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micro Mag Urbania. C'était Flo et Gab. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.